Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Période de la guerre de résistance contre le Japon. Le duo Hurley-Chiang Kai-shek a fait fiasco. 10 juillet 1945. Le 7 juillet s'est ouverte à Chongqing la session du 4e Conseil politique national, convoqué dans le dessein de dissimuler sous de belles couleurs le régime dictatorial de Chiang Kai-shek. Jamais séance d'ouverture n'a vu assistance aussi clairsemée. Étaient absents non seulement les représentants du Parti communiste chinois, mais encore un grand nombre d'autres membres du Conseil. Sur un total de 290 membres, 180 seulement étaient présents. À cette séance, Chiang Kai-shek, se mettant à discourir, a notamment déclaré « Le gouvernement n'a pas l'intention de présenter un projet concret sur les questions relatives à la convocation de l'Assemblée nationale. Il vous laisse, messieurs, la possibilité de mener d'amples discussions à ce sujet. Il est prêt à écouter vos avis en toute bonne foi et sincérité. » Il est probable que l'affaire de la convocation de l'Assemblée nationale, prévue pour le 12 novembre prochain, en restera là. L'impérialiste Hurley n'est pas étranger à cette affaire. En effet, c'est lui qui a vivement encouragé Chiang Kai-shek à entreprendre une telle manœuvre. C'est pour cette raison que ce dernier a osé manifester quelque assurance dans son discours du Nouvel An, et même beaucoup d'aplomb dans son discours du 1er mars, où il parlait de sa détermination de rendre le pouvoir au peuple le 12 novembre. Dans ce dernier discours, il rejetait catégoriquement la proposition du Parti communiste chinois, qui, traduisant la volonté du peuple, demandait la convocation d'une conférence de tous les partis politiques et la formation d'un gouvernement de coalition. En revanche, il prônait avec un enthousiasme délirant la création d'une commission formée de 3 personnes, dont un Américain, en vue de réorganiser les troupes du Parti communiste chinois. Il poussait même l'audace jusqu'à déclarer que celui-ci devait lui livrer ses troupes avant de se voir octroyer un statut légal. Dans toute cette affaire, l'appui de sa seigneurie Patrick Hurley a été décisif. En effet, dans une déclaration faite le 2 avril à Washington, ce dernier, tout en reprenant la vieille rengaine impérialiste, négation du rôle du Parti communiste chinois, calomnie contre son activité, refus de coopérer avec lui, s'est employé à faire du battage autour de l'Assemblée nationale et d'autres projets perfides de Chiang Kai-shek. C'est ainsi que le duo Hurley-Chiang Kai-shek, l'un discourant aux États-Unis, l'autre en Chine, mais tous deux avec le même objectif de sacrifier le peuple chinois, atteignit son diapason le plus élevé. Mais il semble que dès ce moment, les choses aient commencé à se gâter. Parmi les Chinois et parmi les étrangers, au sein et en dehors du Kuomintang, parmi les membres des différents partis ainsi que chez les sans-partis, partout se sont élevées d'innombrables voix de protestation. L'unique raison en est que le jeu Hurley-Chiang Kai-shek, en dépit de toute la publicité dont il s'entoure, vise en fin de compte à sacrifier les intérêts du peuple chinois, à saper encore plus son unité, et à poser une mine destinée à faire éclater une vaste guerre civile en Chine, ce qui compromettrait également les intérêts communs du peuple des États-Unis et des peuples des autres pays alliés, qu'il s'agisse de la guerre contre le fascisme ou de la coexistence pacifique d'après-guerre. On ignore actuellement à quoi peut bien s'affairer Hurley. De toute façon, il semble qu'il se soit dissimulé pour le moment, si bien que Chiang Kai-shek n'a pu que débiter des inepties devant le Conseil politique national. Le 1er mars, Chiang Kai-shek avait déclaré « Chez nous, la situation n'est pas la même que dans d'autres pays. Jusqu'à la convocation de l'Assemblée nationale, nous n'aurons aucune organisation responsable qui puisse représenter le peuple et auprès de laquelle le gouvernement puisse s'informer de la volonté du peuple. Dans ce cas, pourquoi notre généralissime vient-il écouter les avis du Conseil ? Selon lui, il n'existe dans toute la Chine aucune organisation responsable, auprès de laquelle le gouvernement puisse s'informer de la volonté du peuple. Il s'ensuit que le Conseil est une organisation qui n'est bonne à rien, et qu'il n'y a aucune raison légale de l'écouter. Quoi qu'il en soit, il suffira au Conseil de dire ne fût-ce qu'un mot contre la convocation de cette pseudo-assemblée nationale pour faire œuvre utile et mériter la grâce divine,
même si, en agissant ainsi, il viole l'édit impérial du 1er mars et commet un crime de lèse-majesté. Certes, il est prématuré de porter aujourd'hui un jugement sur la session du Conseil. Il faut attendre encore quelques jours avant de savoir ce qu'elle va faire écouter au généralissime. Mais une chose est certaine, depuis que le peuple chinois, unanime, s'est dressé contre la convocation de cette pseudo-assemblée nationale, même les fervents partisans de la monarchie constitutionnelle éprouvent des inquiétudes au sujet de notre monarque. Ils lui ont conseillé de ne pas se mettre la corde au cou en convoquant un parlement de vendus et d'éviter le triste sort de Yuan Shikai. Il se peut donc que notre monarque s'en tienne là. Néanmoins, lui et son entourage ne laisseront jamais le peuple s'emparer de la moindre parcelle de pouvoir, dût-il ne leur en coûter qu'un cheveu. Nous en avons une preuve toute récente. Ce monarque a qualifié les justes critiques du peuple d'attaque effrénée. Il a en effet déclaré « En temps de guerre, il ne peut évidemment être question d'élection générale dans les régions occupées. La session plénière du comité exécutif central du Kuomintang a donc décidé, il y a 2 ans, de convoquer l'Assemblée nationale et d'instituer un régime constitutionnel au cours de l'année qui suivrait la fin de la guerre. Et dans certains milieux, on a alors lancé des attaques effrénées. On pensait, selon lui, que ces mesures viendraient trop tard. Sur ce, notre monarque, considérant que l'issue finale de la guerre peut être retardée et qu'il ne sera sans doute pas possible de rétablir rapidement l'ordre partout, même après la cessation des hostilités, proposait de convoquer l'Assemblée nationale aussitôt la situation militaire stabilisée. Or, à sa grande surprise, les attaques effrénées reprenaient contre lui, le plongeant dans un terrible embarras. Mais le peuple chinois doit donner à Chiang Kai-shek et à son groupe cet avertissement. Quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez, aucune supercherie qui enfreint la volonté du peuple ne sera tolérée. Ce que veut le peuple chinois, c'est l'introduction immédiate de réformes démocratiques, qui consistent notamment à libérer les détenus politiques, à supprimer les services secrets, à accorder la liberté au peuple et un statut légal aux partis politiques. Vous ne faites rien de tout cela, et vous vous livrez, à propos du prétendu problème de la date de convocation de l'Assemblée nationale, à des tours de passe-passe qui ne tromperaient même pas un enfant de 3 ans. Sans un minimum de réformes démocratiques véritables, toutes vos assemblées, grandes ou petites, ne sont bonnes qu'à être jetées à la voirie. Appelez cela des attaques effrénées, si vous voulez, mais toute supercherie de ce genre doit être dénoncée résolument, radicalement, intégralement, totalement. Il est inadmissible d'en laisser subsister la moindre trace, pour la simple raison qu'il s'agit d'une supercherie. Convoquer ou non une Assemblée nationale est une chose, introduire ou non un minimum de réformes démocratiques en est une autre. On peut se passer provisoirement d'Assemblée nationale, mais les réformes démocratiques, il faut les réaliser immédiatement. Et puisque Chiang Kai-shek et son groupe veulent rendre le pouvoir au peuple avant le terme prévu, pourquoi se refuse-t-il à procéder avant le terme prévu à un minimum de réformes démocratiques? Messieurs du Kuomintang, me voici parvenu à la fin de mon article. Vous devez bien reconnaître que les communistes chinois ne lancent pas d'attaque effrénée contre vous, mais se bornent à vous poser une question. N'en aurait-il pas le droit? Et refuseriez-vous d'y répondre? La question à laquelle il vous faut répondre est celle-ci. Pourquoi n'acceptez-vous pas de procéder à des réformes démocratiques, vous qui voulez rendre le pouvoir au peuple?